Première partie d'On ne va pas se mentir avec Jacques Toubon, défenseur des droits. Notre invité, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez de nous parler du rapport annuel d'activité de votre administration, de la défense des droits. L'accès aux droits pour tout citoyen, l'accès à ceux qui peuvent aider le citoyen à défendre ses droits, c'est l'une de vos priorités. Je reprends les chiffres de votre rapport, 600 points d'accueil sur le territoire, 79 592 dossiers de réclamation, dont 74 500 ont été traités. Il y a eu, je crois, plus de 120 000 requêtes formulées sur plusieurs thèmes. Et pourtant, beaucoup de Français ignorent encore l'existence du défenseur des droits, son rôle et son périmètre. Notre activité est très grande, comme vous venez de le dire, intense. Nous sommes réponse, je crois, assez opérante à la demande sociale qui est multiple et qui est une demande, en fait, de justice, une demande de droit au sens où les personnes ont le sentiment que leurs droits ne sont pas effectifs, qu'ils sont théoriques en quelque sorte. Et c'est vrai que malgré cette activité, le sentiment que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de non-recours, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas où il existe une situation, par exemple de discrimination, que une personne ressent cette situation de discrimination, mais ne passe pas à l'acte pour demander qu'elle soit réparée en quelque sorte. Ce qu'elle pourrait faire, par exemple, en nous saisissant. Et je crois qu'il y a un problème, incontestablement, d'information, un problème de connaissance. Et c'est pour ça que c'est très important qu'à l'occasion d'une journée comme celle-ci, les grands médias, comme les grandes télévisions ou les radios, rendent compte de notre activité. Non pas pour chanter notre gloire, mais pour dire ce que je dis à chaque Français. Vous pouvez accéder au droit au singulier et au droit au pluriel, en saisissant le défenseur des droits de manière extrêmement simple. On peut le saisir par téléphone, par poste, avec un formulaire en ligne, une réclamation en ligne sur notre site. C'est complètement gratuit. Et nous ne sommes pas, naturellement, une association de défense, un syndicat de défense, etc. Quand on nous saisit, nous ne donnons pas nécessairement raison à la personne qui nous saisit. Mais nous essayons de voir si effectivement, comme il nous le demande, la situation qu'il nous présente est conforme ou pas aux droits qui sont les siens. Et par exemple, quelqu'un qui se plaint de ce qui ne touche pas sa retraite, ou qu'il touche une retraite inférieure à ce qu'il pense, ou quelqu'un qui, je prends un autre exemple très courant, demande son dossier médical, et puis l'hôpital ou la clinique le lui refuse. Nous essayons de faire en sorte que des droits qui existent deviennent effectifs. Mais nous essayons aussi de faire en sorte que lorsque ces droits, le droit, la loi est insuffisante, on la fasse progresser. Par exemple, sur les retraites, nous avons obtenu que désormais, il y ait un versement provisoire. Alors, la plupart des dossiers qui vous sont soumis concernent des litiges avec les services publics. Est-ce que... disons, 8 sur 10, mais nous avons, dans les 2 sur 10, nous avons la lutte contre les discriminations, nous avons la déontologie de la sécurité, c'est-à-dire le comportement professionnel des forces de police, et la défense et la promotion des droits des enfants, ce qui est quelque chose de très important. Alors, sur la question des services publics, est-ce que cela signifie que les services publics ne sont pas assez efficients ou alors qu'il y a vraiment un déficit de communication avec l'administré, avec le citoyen ? Il y a, à mon avis, deux raisons de la difficulté d'accéder aux droits à travers les services publics, et notamment les services sociaux, caisse de retraite, d'allocation familiale, etc., d'assurance maladie. Le premier, c'est la complexité de plus en plus grande de la réglementation. Et par exemple, en termes de retraite, il est clair que toutes les réformes qui ont été faites depuis 20 ans, elles aboutissent en fait à créer un véritable labyrinthe dans lequel il est très difficile de se retrouver. Et puis la deuxième raison, c'est parce que c'est vrai que les organismes de services publics, notamment les services sociaux, ont depuis des années réduit leurs effectifs, que ces organismes fonctionnent à flux tendu. Et donc, ce que nous disons, nous, c'est que, sans remettre en cause les réformes qui sont faites, on doit être accessible. Et par exemple, si l'on utilise
des formulaires en ligne, si l'on utilise des procédures dématérialisées, on doit aider les personnes qui ont de la difficulté avec le numérique à accéder néanmoins à leurs droits. Et je crois franchement qu'avec les services publics, nous arrivons souvent, dans 70% des cas à peu près, à trouver une solution positive. À trouver une solution à la difficulté au litige. Votre action concerne tout citoyen, j'ai envie de dire tout être humain présent sur le territoire. Vous avez raison, c'est tout être humain et pas tout citoyen, parce que les droits existent pour tout homme et toute femme. C'est des droits, ce qu'on appelle les droits de l'homme, mais en fait, c'est des droits universels. Et donc, vous vous intéressez à la situation des réfugiés, sur laquelle vous préparez d'ailleurs un rapport. Je voudrais qu'on écoute un extrait de... Non, pas seulement sur les réfugiés, sur l'ensemble des étrangers. Sur l'ensemble des étrangers. Mais la situation des demandeurs d'asile et des réfugiés est très singulière, occupe beaucoup les médias. Je voudrais vous faire écouter un extrait du témoignage de ce photographe turc qui a publié en fin de semaine dernière des photos d'enfants qui avaient péri dans la traversée. On sait que 300 enfants au moins ont péri depuis septembre seulement dans la Méditerranée. On écoute ce photographe et vous réagissez ensuite. Mais après ces photos, le temps de la réflexion est venu. Je me suis assis et je me suis dit, que se passe-t-il avec l'humanité? Que se passe-t-il avec le monde? Je pense que j'ai pris presque la même photo que celle d'Aylan Kurdi et rien n'a changé. Je pense d'ailleurs que rien ne changera. Les gens vont continuer à mourir et pourtant il faut que ça s'arrête, d'une manière ou d'une autre. Qu'avons-nous fait de notre humanité demande Ozan Kozé. J'ai envie de prolonger un peu son interrogation. Est-ce que le projet européen, est-ce que l'idée de l'Union européenne est en train de se disloquer, de se désintégrer avec la façon dont l'Europe gère cette crise migratoire? C'est ce que j'allais vous dire en voyant ce photographe et en constatant cette situation qui est absolument dramatique. C'est que c'est tout de même la conséquence d'une absence de l'Europe, d'une absence d'une Europe qui a une politique qui est organisée, et c'est l'absence d'une politique migratoire. On l'a bien vu, puisque depuis que le conflit, depuis 2010-2011, que le conflit existe au Proche-Orient, en Syrie, en Irak, la guerre civile, et que tous ces réfugiés veulent venir en Europe, les 28 ont été dans l'incapacité de se mettre d'accord. Et je dirais en gros que chacun fait cavalier seul. Et en particulier les pays où ces personnes arrivent, comme la Grèce par exemple. Là, il y a véritablement un problème de conscience. Dans beaucoup d'États européens, il y a des poussées de mouvements politiques qui sont populistes, extrême droite, etc. Et qui sont des mouvements qui défendent souvent des idées anti-étrangers, des idées xénophobes. Bien. Je crois qu'il faut vraiment dire que les gouvernements démocratiques ne peuvent pas céder à ces poussées et qu'il faut que tous ensemble, et pas seulement la France et l'Allemagne, ou la France et la Belgique, ou l'Angleterre, se mettent d'accord pour une véritable politique migratoire européenne. Et en particulier, une politique qui ne soit pas fondée sur l'idée. Il manque de cœur, il manque de quoi? De réalisme. On travaille à court terme. Et à court terme, on fait une Europe forteresse. C'est-à-dire qu'on essaye d'empêcher les personnes qui viennent des autres pays, réfugiés ou pas d'ailleurs, d'entrer dans l'Union européenne. Moi, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que, à long terme, nous avons besoin de beaucoup de monde en Europe. Nous sommes une zone du monde qui est attractive sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Et je crois que, je dirais d'une certaine façon, notre intérêt et notre devoir se rejoignent pour que l'Europe ne soit pas, comme on le dit quelquefois, une Europe passoire, mais que ce soit une Europe ouverte selon sa tradition et selon sa vocation. Et à ce moment-là, on aurait moins de ces drames que l'on dit, et qui sont ceux de toutes ces personnes, notamment de tous ces enfants, qui se heurtent à un mur, comme s'il y avait des remparts autour de l'Europe. Est-ce que vous réclamez, c'est pas une question, vous réclamez une meilleure scolarisation des enfants, Oui. y compris ces enfants migrants,
de meilleures conditions d'hébergement, d'accueil, de logement de ces personnes. Est-ce que l'Europe doit s'habituer à installer de réels camps de réfugiés, des camps humanitaires, comme on en voit dans d'autres pays du monde qui accueillent des centaines de milliers de personnes? Je pense que la solution, ça n'est pas de camps de réfugiés. Il faut que nous préparions l'installation et l'intégration de toutes ces personnes. Je pense que ce serait horrible si, par exemple, chez nous, dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais, on transformait des bidonvilles qui sont épouvantables en des camps de réfugiés qu'on considérerait comme acceptables parce qu'ils seraient organisés comme des camps de réfugiés. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2016, en Belgique, en France, en Grèce, en Italie ou en Allemagne, nous ayons des camps de réfugiés comme on en avait après la Deuxième Guerre mondiale ou comme on en a eu après tous les conflits en Afrique ou au Proche-Orient? Je pense que il y a véritablement, j'ai employé le mot tout à l'heure, et c'est au-delà du droit, au-delà des conventions internationales, au-delà des règles de l'Union européenne, c'est une question de conscience. À mon avis, il y a aujourd'hui, de la part des gouvernants, je le dis très franchement, y compris de ceux de la France ou de tous les pays proches, il y a véritablement une absence de vision à long terme dans cette question des migrations et de manière générale d'ailleurs des droits des étrangers. Alors on vous objectera, les intégrer oui, mais où? Puisqu'il y a déjà, ne serait-ce que pour la France, une crise du logement pour au moins 12 millions de personnes, puisque notre pays compte quasiment 6 millions de chômeurs. Comment faire pour intégrer ces populations avec le reste de la population et non les laisser dans des camps de réfugiés? Je pense que ce n'est pas. Je pense que les solutions de ce genre d'affaires, c'est pas des questions de partage. C'est pas l'idée qu'il y a un gâteau et que ce gâteau a une certaine taille et qu'on ne peut pas dans ce gâteau faire plus de parts que l'on en fait. Non, il faut grandir le gâteau. Et je pense que c'est tout simplement l'idée qu'un pays comme le nôtre n'est pas un pays en déclin, n'est pas un pays peau de chagrin, n'est pas un pays qui est voué au sous-emploi et au chômage. Mais au contraire, il faut se mettre dans une position offensive. Vous savez, j'ai cité récemment une phrase que avait employée Saint-Exupéry au début de la guerre en 1940. Il avait dit « Nul ne peut être à la fois responsable et désespéré ». Alors, c'est ce que j'essaie de faire, moi, comme défenseur des droits, en disant évancer les droits. Mais je pense que c'est ça. Si vous avez une responsabilité, vous devez le faire avec le sens de l'espérance. Sujet du moment, en dehors de la crise migratoire, la réforme constitutionnelle et la déchéance de nationalité. Alors c'est l'une des mesures décidées par François Hollande dans un arsenal de mesures annoncées et qui doit encore être votée. Elle fait polémique, comme la réforme d'ailleurs de la procédure pénale. Et François Hollande, qui s'est entendu accusé de vouloir transférer le pouvoir de la justice vers plus de pouvoir pour la police, a répondu justement, alors qu'il présentait ses vœux aux forces de l'ordre. Le chef de l'État a estimé qu'il n'abaissait pas ni la République ni la démocratie. On l'écoute. Nos libertés doivent être garanties. La lutte contre ceux qui veulent les attaquer, ces libertés, ne saurait justifier de les amoindrir. La France sait ce qu'elle perdrait à négliger les valeurs qui la fondent. Aussi, pour sortir de l'état d'urgence, sans nous affaiblir, le gouvernement a souhaité que de nouvelles mesures législatives puissent être soumises au Parlement. Toutes ces mesures seront placées sous le contrôle du juge, car c'est une garantie pour la régularité et la légitimité de ces actes, qui sont forcément limités dans le temps et dans la lutte contre le terrorisme. La France ne doit pas négliger les valeurs qui la fondent, dit le chef de J'étais l'État. devant le président de la République quand il a prononcé ce discours. C'était le jour anniversaire du massacre de Charlie Hebdo. C'était à la préfecture de police. Et je peux dire que le président de la République a très bien posé la question. Mais je dirais qu'un mois après, la réponse qui est donnée n'est pas la bonne. Par exemple,
ce n'est pas des mesures qui sont sous le contrôle du juge, celles qui sont proposées dans le texte sur le droit pénal qui vient d'être présenté et qui va être porté par Jean-Jacques Urvoas. D'autre part, ce que dit le président, et qui est très juste, et que je défends bien sûr, c'est-à-dire l'équilibre entre les exigences légitimes de la sécurité et la garantie du respect des libertés, n'est pas assuré. Et quand il dit il ne faut pas que ces mesures durent tout le temps, se prolongent, justement, c'est ça la question. C'est que l'état d'urgence est un état d'exception temporaire. Il a un début, il a une fin. Et pendant cette période, on admet une certaine restriction des libertés. Mais si, en dehors de l'état d'urgence, on prend des textes qui pratiquent la même restriction des libertés, à ce moment-là, on n'est plus dans un état d'exception, on est dans un état d'exception permanent et on a un véritable abaissement de l'état de droit, ce qui ne correspond pas naturellement à la philosophie de la République. C'est ça toute la question. Et je pense de fracture de la République. Non, je parle du fait que la République risque d'être, par certaines propositions comme la déchéance, ou par certaines propositions comme les restrictions de liberté qui sont actuellement proposées, elle risque d'être divisée. Or, vous le savez bien, l'article 1er de la Constitution dit, et c'est, je crois, le trésor de tous ceux qui vivent dans notre pays, la République est indivisible, la citoyenneté est indivisible, la nationalité est indivisible. Si nous acceptions de nous diviser entre nous, eh bien, nous aurions donné la victoire aux terroristes qui ne veulent qu'une chose, c'est que nous nous battions contre nous-mêmes. Ça veut dire que la déchéance de nationalité, quelle qu'elle soit, quel que soit son périmètre, pour acte de terrorisme contre la France, délit et crime d'ailleurs, elle est... je dis que le texte, les compromis dont on a parlé, l'Assemblée nationale, etc., ne résolvent rien. C'est une question de, encore une fois, de philosophie de la République. Et je pense que l'idée qu'il y ait des degrés de citoyenneté, que la citoyenneté s'est divisée, qu'il y ait des citoyens totaux, des citoyens complets, et puis des citoyens un peu moins, et puis d'autres encore un peu moins, des degrés. C'est une idée tout à fait contraire à la philosophie de la République. Donc, quel que soit le texte, ça ne peut pas coller par rapport à la philosophie de la République, qui, je crois, très franchement, nous réunit tous. Et il en est de même lorsqu'il s'agit de respecter les libertés fondamentales. Merci beaucoup Jacques Toubon. Je vous donne encore quelques secondes parce que je sais que la nouvelle vous a réjoui pour commenter l'arrivée d'Aurélie Dupont à la direction de la danse. Oui, en même temps, je dois dire que je regrette le départ de Benjamin Millepied parce que c'est quand même une très grande personnalité de la danse dans le monde. Mais en même temps, notre ballet de l'Opéra de Paris est probablement l'une des 3 meilleures troupes de danse dans le monde. Et je trouve que l'idée qu'Aurélie Dupont, qui est une femme absolument extraordinaire, prenne sa tête est vraiment une très très bonne nouvelle. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Jacques Toubon, défenseur des droits, sur le rapport annuel de la défense des droits des citoyens et au-delà de tous ceux qui sont présents sur le territoire français. On poursuit, on ne va pas se mentir, juste après la pub. En deuxième partie, on reviendra sur ce rapport avec nos invités, puis on parlera du nom de Nicolas Hulot à la proposition d'entrée au gouvernement. À tout de suite. On ne va pas se mentir, deuxième partie avec Claude Greff, député Les Républicains d'Indre-et-Loire, ancienne ministre chargée de la famille. Oui, bonsoir. Si mon souvenir est bon, merci d'être des nôtres. Raquel Garrido, il est également avec nous, avocate et auteur du Guide citoyen de la 6e République. Bonsoir. Dont on parle souvent sur ce plateau. Bonsoir et merci. Chantal Joanneau, il est également. Bonsoir. Sénatrice, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France et porte-parole de l'UDI. Merci d'être des nôtres. Et puis Pascal Durand, député européen Europe Écologie. Oui, ça reste. C'est plus bon. Les Verts. Oui, c'est plus les Verts. Non, mais c'était Europe Écologie déjà avant. C'était déjà Europe Écologie. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Non, mais dites à ceux de nos téléspectateurs qui ne sont pas au courant des derniers développements.
Non, simplement j'ai annoncé, mais je l'avais annoncé Oui, vous l'avez avant, annoncé il y a quelques voilà, jours. que je ne reprendrai pas ma carte là en période de congrès au sein du parti, mais que je restais tout à fait attaché, que je continuerai à payer mes cotisations à ce parti. Je n'oublie pas qui m'a permis d'être élu, donc il n'y a pas de problème. Simplement, j'avais pas envie de rentrer dans les querelles de congrès. Je pense qu'il y a d'autres urgences en ce moment, mais je respecte ce qu'ils font. Voilà. Je ne suis pas du tout fâché. Impeccable. Moi, j'ai pas compris personnellement. C'est pas grave, je t'expliquerai. Il a quitté les Verts. Mais comment on peut quitter les Verts et pas quitter Europe Écologie? Mais parce que Europe Écologie, voilà, c'était l'entité qui avait mené la campagne des Européennes. On a été élus sous l'étiquette Europe Écologie, mais c'est vous êtes encore assez une fois, nombreux c'est pas à un le faire, problème. ça, parce que j'ai vu en région Centre aujourd'hui où la précision était d'importance. Mais parce que en fait, on va pas rentrer. Il y a une c'est quand même hyper intéressant. Non, mais écoutez, il y a un mouvement qui s'est appelé Europe Écologie, dans lequel les Verts avaient leur part, qui a été créé en 2008 au moment des élections européennes, avec Daniel Cohn-Bendit, avec plein de gens. Et il y avait, à l'époque, on était sur une parité 50% Europe Écologie, donc essentiellement société civile. Il y avait Yannick Jadot qui venait de Greenpeace, Sandrine Bélier de FNE, enfin, on va pas tous les faire, et Jean-Paul Bessé de FNH. Et donc moi, dans cette campagne-là. Et puis il y avait les Verts, voilà. Et puis on a fusionné, mais on continue à travailler ensemble. Encore une fois, le mouvement écologiste n'a pas vocation à se diviser. Simplement, il est multiple, voilà. Mais Chantal, c'est très bien, Chantal Joanneau, pardon, c'est très bien de quoi je parle. Le tout est d'arriver à créer une synergie et pas d'être dans des conflits. Donc voilà. Finalement, c'est compliqué partout, hein. Oui, c'est très compliqué. C'est pas compliqué, c'est que les partis ne représentent plus, mais ça c'est encore un autre débat, mais à mon sens, les partis ne peuvent plus représenter toutes les sensibilités des personnes qui s'intéressent et qui ont envie de faire de la politique. Donc il faut arriver à redonner envie de politique. Ça ne peut pas passer que par les partis, mais ça ne passe pas contre les partis. Ça ne passe pas faire qu'avec. des primaires très ouvertes. Et pas que des primaires, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement envie d'être dans les élections tout le temps. Enfin bon, il y a plein de choses à faire. Il y a surtout énormément de personnes qui ne votent plus du tout aux élections. Et donc il ne s'agit pas seulement, je suis d'accord avec vous, il ne s'agit pas seulement de représenter ceux qui sont dans l'action politique, mais surtout d'aller redonner une dignité civique à tous ceux qui aujourd'hui ne considèrent même plus le vote comme quelque chose d'utile. Et pour moi, c'est ça le principal combat. Bon, écoutez, vous voyez. Redonner envie de politique, ce que vous faites, voilà, on essaye de le faire. On essaye. Voilà. On est content et nos téléspectateurs aussi. Bon, mais puisqu'on parlait des Verts d'Europe Écologie et que ça vous inspire, j'avais prévu qu'on commence par parler de la déchéance de nationalité, de ce que nous disait Jacques Toubon à l'instant, aussi sur la prolongation de l'état d'urgence. Mais on va commencer par Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, qui dit non, qui n'entrera pas au gouvernement. Il l'a précisé dans un tweet rédigé à la 3e personne cet après-midi, probablement parce que c'est son compte officiel, mais peut-être que ce n'est pas lui personnellement qui l'a rédigé, choyé, courtisé, convoité, dit-on, par François Hollande pour entrer dans le prochain gouvernement, mais le leader écologiste ne s'en laisse pas compter. Alors, d'autres Verts que lui pourraient-ils entrer au gouvernement à 15 mois de la fin du quinquennat, pourraient faire quoi et surtout soutenir quelle politique ? Question à Pascal Durand. Ah, c'est moi le premier. Écoutez, vous avez posé... En fait, dans la question, il y a quasiment la réponse. Quand on rentre dans un gouvernement, on y rentre pour y faire quoi ? Avec quels moyens ? Quelle capacité à agir ? Moi, je ne suis pas évidemment à la place de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, il a fait un boulot remarquable en action avec le président de la République, avec Laurent Fabius, avec Ségolène Royal sur la COP21, l'accord de Paris. Maintenant, lui proposer autre chose, tout simplement, vraisemblablement, d'abord, Nicolas, il a besoin aussi peut-être un peu de reprendre du recul, de réfléchir, pas sauter directement d'un poste à un autre. Deuxièmement, est-ce qu'il est le plus efficace ? Est-ce qu'il aurait été le plus utile dans un poste de ministre ? Pas nécessairement. Lui, il se pose toujours la question de là où il peut être le plus utile, le plus efficace. C'est la même question que doit se poser demain toute personne qui rentrerait dans ce gouvernement. Oui, est-ce qu'il rentre pour agir ? Je pose la question. Est-ce que les écologistes ont leur place dans un gouvernement aujourd'hui qui autorise les boues rouges dans les Bouches-du-Rhône, qui prévoit le lancement de Notre-Dame-des-Landes ? En l'état des politiques menées, si vous me demandez mon avis, très clairement, je pense qu'il n'est pas possible pour un écologiste de rentrer dans ce gouvernement eu égard aux politiques publiques qui sont menées.
Maintenant, les choses peuvent évoluer. Moi, je ne suis pas dans les négociations. On a vu des gouvernements modifier. Maintenant, je doute qu'à 1 an d'élection générale, il y ait un bouleversement des politiques publiques mises en œuvre. Donc je crois que ça n'est pas le moment le plus opportun pour un ou une écologiste rentrer. Maintenant, je respecterai ceux qui veulent le faire, s'ils ont les moyens de le faire. L'écologie, ça vous connaît. Oui. Non, mais c'est vrai, quand on rentre dans un gouvernement, il faut être assez clair sur sa feuille de route. Or, là, en l'occurrence, rentrer dans ce gouvernement au moment où, justement, comme vous le rappeliez, ils autorisent les boues rouges dans un parc, quand même, qu'on a eu beaucoup de mal, d'ailleurs, à construire, que le budget n'a eu de cesse de baisser extrêmement fortement ces dernières années, qu'on a une loi biodiversité qui va plutôt, alors sur certains sujets, à l'encontre des intérêts de la biodiversité, pas l'ensemble de la loi, mais sur certains aspects. Connaissant l'indépendance de Nicolas Hulot, je pense qu'il aura plus de place dans le débat politique si justement il porte une voix indépendante plutôt que de donner le sentiment qu'au dernier moment finalement on se fait plaisir. Claude Greff ? Oui, moi j'avais le sentiment, et en tout cas je l'ai encore, chaque fois qu'un gouvernement a besoin d'une caution environnementale, ils appellent Nicolas Hulot. Et ça, je trouve ça assez triste, oui, assez déplorable, assez triste. C'est le cas aujourd'hui c'est pour pas le... triste pour lui, hein. Ah non, pas pour Nicolas Hulot, mais c'est la caution. Et ce qui prouve bien que le gouvernement en place aujourd'hui n'agit pas vis-à-vis de l'écologie, et donc il a besoin de se refaire une santé. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On appelle Nicolas Hulot. Et ça m'a fortement impressionné, puisqu'il y a eu la COP21. Ségolène Royal, que je côtoie au Parlement, avait fait un gros travail. Je ne l'ai absolument pas vu pendant la COP21. C'est Laurent Fabius qui a repris les rênes, c'est le cas de le dire, qui a complètement évincé. Il était président de la COP. Hein. Oui, mais c'était pas... Laurent Fabius, il a fait un super boulot. Évincé comme il a évincé Ségolène Royal, qui a fait du travail qu'on doit lui reconnaître. Donc cette caution écologiste, je trouve qu'aujourd'hui, elle a un mauvais visage, et je n'ai pas très envie de commenter ce qui a été fait. Raquel Garrido, avant. Oui, non, moi je suis d'accord avec vous. En plus, d'autant que sur les questions écologiques, il y a du passif. Il y a eu le départ de Delphine Bateau, qui s'est passé, qui a probablement Nicole Bricq, elles se sont fait éconduire de façon extrêmement sèche et brutale à chaque fois. Quand on compare par exemple le communiqué sur Cahuzac, où là on lui dresse des louanges, etc. Et sur Delphine Bateau, c'est au revoir. Bon, et donc il y a un passif sur la politique écologique de ce gouvernement, il y a des désaccords, et maintenant en fait on sent qu'il s'agissait d'une sorte d'opération pour rattraper le départ de Mme Taubira, dans le fond, c'est-à-dire Mme Taubira étant partie, c'est Jean-Luc Mélenchon, il a eu la bonne formule, dire les dégoûtés étant partis, il ne reste plus que les dégoûtants au gouvernement, et du coup il y avait une sorte de manœuvre pour essayer de ramener quelqu'un qui peut-être dans de dernière course, la dernière année, donne un tout petit peu de crédit à ce gouvernement qui n'en a plus. Et ben heureusement, Nicolas Hulot n'a pas joué, n'est pas tombé dans la manœuvre. Encore un mot rapide. Juste un tout petit mot. Moi, je ne fais pas de procès d'intention. Tout le monde a le droit de changer. Donc simplement, il semblerait que le président de la République et Manuel Valls aient fait des propositions très fortes à Nicolas Hulot pour qu'il rentre. Donc on va voir très vite, si ça n'était pas de l'affichage, si le but du jeu c'était vraiment de prendre en compte l'écologie, eh bien on va voir si le futur ministre de l'écologie, ou Ségolène Royal, ou un ou une autre, auront les mêmes propositions que celles qui étaient faites à Nicolas Hulot. Et à ce moment-là, on sera rassuré, il y a une volonté de faire de l'écologie. On y croit. Vous voyez comment vous êtes. C'est pas nous qui annonçons je ne fais pas le déclenchement des travaux. On va voir justement, j'attends de voir. On peut changer. Exactement. On y croit. Voilà. Vous voyez, vous êtes optimiste, vous êtes comme moi. Ah oui, je le savais. Autre point de nos débats, on doit aller vite ce soir parce qu'il nous reste qu'une partie uniquement pour débattre. La mise en garde, on l'entendait à l'instant, de Jacques Toubon sur l'abaissement de la République, le défenseur des droits qui s'inquiète particulièrement de la constitutionnalisation de l'état d'urgence et de la portée des mesures, de certaines mesures de cet état d'urgence qui, selon lui, deviendraient des mesures de droit commun. Écoutez-le. La République risque d'être, par certaines propositions comme la déchéance, ou par certaines propositions comme les restrictions de liberté qui sont actuellement proposées, elle risque d'être divisée. Or, vous le savez bien, l'article 1er de la Constitution dit, et c'est, je crois, le trésor de tous ceux qui vivent dans notre pays, la République est indivisible, la citoyenneté est indivisible, la nationalité est indivisible. Si nous acceptions
de nous diviser entre nous, eh bien, nous aurions donné la victoire aux terroristes qui ne veulent qu'une chose, c'est que nous nous battions contre nous-mêmes. On n'aura pas le temps de refaire le débat sur la déchéance de nationalité, mais un point de vue personnel, chacun, Raquel Garrido, sur ce que vient de dire Jacques Toubon. Mais je suis d'accord. D'ailleurs, tout a été dit, je crois, sur ces sujets. À la fois le maintien de l'état d'urgence et à la fois la déchéance de la nationalité. Tout a été dit maintenant depuis 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on tourne autour de ce sujet. Pourquoi ? Parce que le président de la République a cru dans ses prérogatives de faire joujou avec la Constitution. Pour moi, c'est une espèce de stade encore ultime de la déchéance de la Ve République. Voilà un homme qui, dans le secret de son bureau, pense pouvoir écrire, défaire, refaire la Constitution au gré des coups médiatiques, des pressions politiques, des négociations, par exemple avec Nicolas Sarkozy, parce qu'on on a vu qu'il avait cru avoir un accord avec Nicolas Sarkozy sur la question de la déchéance de nationalité. Là, aujourd'hui, mon sentiment, c'est que, effectivement, le principe d'indivisibilité de la République, d'une part, et d'autre part, le principe selon lequel les hommes naissent et demeurent libres et égaux, donc le principe d'égalité, il est fondamental. Il a été défendu de tous côtés. Et le coup politicien sur la Constitution, je crois... c'est OIP alors. Comment ? C'est OIP. Le coup politique. Oui, c'est OIP. Oui, c'est OIP, le coup, oui. Mais même au sens coup médiatique, politico, mais aussi un coup au sens de le régime. C'est-à-dire, il y a un moment donné, il y a une constitution et on essaie de changer des valeurs fondamentales d'un régime politique tout seul dans son coin. Et alors qu'il faudrait, à l'inverse, demander à tous les Français de participer. C'est le principe, c'est la proposition, vous me voyez venir, de l'Assemblée constituante. Moi, je pense que pour répondre au terrorisme et à la division, il faut se mettre tous ensemble, les Français, et fabriquer nous-mêmes notre propre 6e République. En tout cas, on ne touche pas à la Constitution quand un... Pardon. Parce que je voudrais juste faire une toute petite parenthèse. Vous précisez à nos téléspectateurs que on nous dit depuis 1 mois et demi que 95%, puis 80%, puis 75% des Français sont pour la déchéance de nationalité et que nous avons toutes les peines du monde à trouver quelqu'un qui vienne défendre ce projet de loi sur ce plateau. Donc si, effectivement, la plupart du temps, ceux de nos intervenants disent tout le mal qu'ils pensent de ce projet, c'est parce qu'on n'en trouve pas qui viennent devant une caméra dire « je défends ce projet ». Je vous donne la parole. Le caractère pervers des sondages, au passage, auxquels on fait dire beaucoup de choses qui sont souvent fausses. Je donne la parole à Claude. Je rejoins en effet votre intervention. On ne touche pas à la Constitution quand un État est en fragilité, et c'est le cas aujourd'hui. Proposer ça, c'est jouer justement avec l'État. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est que le président nous fasse des propositions concrètes de sécurité pour les Français. Vous parliez de la société qui est indivisible, etc. Mais la sécurité doit être là pour tout le monde. Aujourd'hui, il faut y penser. Par quels moyens ? C'est certainement pas par ce moyen que nous propose aujourd'hui François Hollande. D'ailleurs, il y a la loi contre le terrorisme. Exactement, la loi. Et tout cela avait été débattu en son temps à l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas pourquoi il a pris tant de temps et pourquoi il perd tant de temps dans cet imbroglio médiatique, puisque c'est un peu cela aujourd'hui. La sécurité des Français doit être vue autrement. L'état d'urgence, quant à le prolonger, je trouve ça terriblement inquiétant. D'un côté, je sais qu'il faut protéger les Français, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir de dérive ? Il faut se poser toutes ces questions pour les Français. Et je trouve qu'aujourd'hui, on ne fait pas suffisamment référence au Parlement, et le débat n'existe pas suffisamment au Parlement, car il faut ne pas négliger le Parlement, et c'est malheureusement ce que fait le président de la République aujourd'hui. Il ne travaille pas suffisamment avec les autres, et en l'occurrence avec les parlementaires. Mais là, il y aura un vote, Chantal Joanneau. Oui, mais le vote, ça ne suffit pas, et ça n'explique pas le manque de débat, en tout cas, et d'action. C'est plutôt dans ce sens-là. On a 2 sujets. On a un premier sujet, que ce débat qui occupe vraiment beaucoup les parlementaires et les médias d'ailleurs, et ressemble parfois à un écran de fumée pour pas traiter certains sujets. Alors il y a des sujets de sécurité, il y a des sujets d'éducation, des sujets de vraie défense de l'égalité entre hommes et femmes, parce que c'est souvent un des premiers marqueurs de la montée des intégrismes, y compris dans notre pays. Et là, on a un vrai discours à construire. Donc ça, c'est des vrais sujets de fond. Sur l'état d'urgence, nous, on est très attachés justement à ce qu'il y ait des garde-fous. Et oui, des garde-fous dans la Constitution sur le contrôle parlementaire, l'interdiction de dissoudre par exemple l'Assemblée nationale pendant l'état d'urgence, qui n'existe pas aujourd'hui. Donc là, on est dans une situation assez dangereuse d'ailleurs, parce que c'est autorisé par la loi, c'est glissant, on ne voit pas comment on va en sortir. À partir de quand on va garantir qu'il n'y aura pas d'attentat ? Bien sûr. Personne ne peut le garantir. Donc on est dans une situation effectivement extrêmement glissante. Donc le débat est nécessaire.
il est vraiment nécessaire. Mais pas, effectivement, pour faire un écran de fumée et dire on a traité le problème. Et pas comme ça, n'importe comment. On a le sentiment que le président veut sa réforme constitutionnelle parce qu'il faut qu'un président de la République ait une réforme constitutionnelle. Bon, c'était le sujet. Pour autant, non, ça n'est pas le sujet. Le sujet est la dangerosité de poursuivre l'état d'urgence et de ne pas suffisamment avoir ce débat, mais serein. Nous allons en débattre à l'Assemblée nationale vendredi, c'est-à-dire demain après-midi. Pas le meilleur jour. D'abord, c'est bizarre. Le vendredi, pourquoi choisir le vendredi après-midi en plus? Alors qu'on sait que la plupart aux parlementaires d'être présents. Eh bien, c'est ce qu'on fera. C'est ce qu'on fera. Ils ne peuvent pas se faire valoir de leur propre turpitude. On verra s'ils seront Quand on voit l'opportunité de certains débats, franchement, il y avait du temps à trouver pour ce genre de sujet. Voilà. Pascal Durand, on ne vous a pas entendu. Écoutez, d'abord pour dire que je partage à peu près tout ce qui a été dit, je suis désolé, je ne ferai pas le contradicteur qui va pouvoir apporter juste pour le plaisir de la contradiction. Non, je pense tout simplement qu'une démocratie se défend en renforçant son état de droit. Que la France est une vieille démocratie, que ça a été expliqué ailleurs, que nous avons un équilibre entre la justice, la police, la justice administrative, les juges judiciaires, que là on est en train de toucher au fondement, au cœur même de ce qui a fait cet équilibre. C'est une très mauvaise réforme, elle est mise sur la place publique à un moment où on est sous le coup de l'émotion, dans l'urgence, tout ça n'est pas raisonnable. Mais tout le monde a applaudi le 16 novembre. Le Parlement entier, députés, sénateurs s'est levé et a applaudi le chef de l'État. La force d'un grand chef d'État, c'est d'essayer d'abord de défendre la démocratie. C'est le plus important, surtout quand elle est attaquée. Qu'est-ce qu'ils font les terroristes? Ça a été dit par M. Toubon tout à l'heure, et il a raison. C'est qu'ils essayent de détruire les fondements de la démocratie, ils essayent de détruire l'unité des Français. Donc le président de la République est garant de cette unité. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est encore une fois, moi je l'ai suffisamment reproché à Nicolas Sarkozy à l'époque pour le faire de la même manière auprès de François Hollande. Les conditions n'étaient pas les mêmes. Non mais je ne veux même pas polémiquer. Ce que je reprochais à Nicolas Sarkozy, c'était je tombe dans l'eau, il y a une émotion, je dis ce qu'on doit faire et le Parlement doit suivre. Il a fait exactement la même chose, ça n'est pas bon, exactement. Ces applaudissements dont vous parlez, c'était le 16 novembre, je crois. Était quand même, on était vraiment, voilà, il y avait eu des morts. C'était à la fois un hommage aux C'était l'unité que nous voulions témoigner eux-mêmes. Et par ailleurs, il y avait une unité par rapport au terrorisme. Nous y étions. On ne peut pas à la fois, enfin, à ce point avoir une idée d'un Parlement godillot que de penser que parce qu'on s'est levé le 16 novembre pour applaudir le président de la République, ça vaut chèque en blanc pour changer la Constitution. Donc maintenant, le Parlement a la chance de se faire un peu digne. On va parler pour vous dire que nous voulions exprimer notre solidarité avec le gouvernement pour défendre les Français et apporter une solution à la sécurité des Français. Mais ça n'est pas... ça n'était pas un blanc-seing. Et que par ailleurs, les renseignements marchaient bien, puisque l'essentiel des terroristes, d'abord qui étaient français pour une part, et de français, les fameux français de souche. Voilà, les français de souche. Là, Bon, il y avait ça, d'abord, et puis par ailleurs, ils étaient quasiment tous connus. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on donne des moyens aux services de renseignement c'est les moyens. Suivre déjà. Et c'est pour ça que Chantal Joanneau a raison de parler d'un écran de fumée. Ça évite de parler des vrais problèmes. Parce que quand on connaît les gens, c'est exactement comme pour les délinquants, il faut pouvoir les suivre. Et donc, il faut des moyens humains, pas nécessairement réformer la Constitution. Il nous reste tous les problèmes, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sécuritaires, et dans la globalité. Et dans notre pays. De tout notre pays. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais quand même qu'on ait le temps d'évoquer. On ne parlera pas des mesures économiques préconisées par Nicolas Sarkozy, mais je voudrais qu'on évoque cette petite polémique créée par le président des Républicains qui déclarait hier en meeting que le vin et le fromage pourraient être, selon la même logique que pour les cigarettes, soumis à un emballage neutre. Écoutez-le. Il suffit de réfléchir. Si vous l'acceptez, le paquet neutre pour les cigarettes, mais vous aurez demain des intégristes qui vous demanderaient la bouteille neutre. Puis on aura aussi le fromage neutre. On a déjà eu le président normal. Bon, il est drôle au moins. Un tour de table super rapide. Je voudrais qu'on parle aussi de l'orthographe. Et Chantal Joanneau. Non, ça me dérange vraiment. Après, voilà, il y a toujours des jeux de rôle, effectivement, quand on est sur des meetings. Mais là, on est sur un sujet, le tabac, un sujet qui fait 80 000 morts. 80 000 morts par an. 80 000 morts par an. Tabac, et alors, 49 pour les femmes, dû à l'alcool. Pour les femmes, en plus, on a un vrai sujet, parce que depuis 10 ans, la mortalité par cancer du poumon a été multipliée par 4. On a un vrai sujet pour les femmes. L'alcool
pareil, l'alcool, ça coûte 49 20 000 milliards. Ça coûte 20 milliards au pays. C'est des sujets quand même qui sont hyper douloureux, hyper graves. Alors, effectivement, on a les traditions, tous, mais c'est quand même des sujets sur lesquels on a une question de santé publique à se poser. Et je trouve ça dommage qu'on balaye ça comme ça dans le cadre d'un meeting parce que ça fait bien. Pascal Durand. Un stand-up. Ouais, c'est un stand-up. C'est à chaque fois, il dévalorise la fonction. Je rappelle que M. Nicolas Sarkozy est ancien président de la République française et que donc il a une image à donner. Il n'est pas là pour faire des sketchs dans les meetings et pour aller dans la démagogie. On parle de mort, on parle de problèmes de santé publique, on parle de médecins qui tous les jours se battent pour essayer de sauver des gens. Là, franchement, c'est indigne. Voilà, s'il y a un mot qui doit me venir à la bouche, c'est indigne. Très rapidement, Raquel. Au mieux, c'est un sketch et un mauvais sketch parce qu'en ce moment, utiliser le mot de terme intégriste, vu le contexte, à cette fin, je trouve ça très déplacé. Mais au pire, c'est tout simplement l'espèce d'habitude d'être porte-parole des lobbies. Parce que derrière le combat contre le tabac, le paquet neutre, c'est le lobby des cigarettiers. Et on a perdu l'habitude d'être hostile au lobby et de défendre l'intérêt général. Non, moi je suis pas d'accord. Je cite juste au passage. Tout le monde a montré l'affaire des médicaments. Les pesticides et leur effet sur le cancer. On a un vrai problème de santé publique. Franchement, Marisol Touraine, nous avoir proposé un paquet neutre, c'est franchement ridicule. Seule l'Australie l'a fait et on voit bien que en Australie, les résultats ne sont pas positifs. Donc cette proposition de Marisol Touraine est nulle. Et elle va même plus loin que la directive européenne, puisque elle va beaucoup. La directive européenne ne proposait pas le paquet neutre. Donc je soutiens Nicolas Sarkozy dans cette démarche. Il est en train de montrer tout simplement que les propositions de Marisol Touraine n'apportent pas de solution aux problèmes de santé publique pas du tout ce qu'il dit. auxquels on doit absolument s'attacher, puisque je suis en effet tout à fait d'accord avec les analyses statistiques mortelles en l'occurrence. Mais franchement, non, on ne peut pas dire que Nicolas Sarkozy a eu tort. On se retrouve dimanche. Il a mis en évidence une dimanche problématique. pour 18h politique avec Georges Paul-Angevin, ministre des Outre-mer. On parlera avec elle de la propagation du virus Zika. Merci.